contre le paludisme. L'engagement n'est pas seulement le fait de dégager des politiques, mais il s'agit de s'engager physiquement, de s'engager même sur le terrain par des actions concrètes. Et c'est ce que nous voulons justement renforcer, parce qu'on le fait déjà à travers les différents programmes. Mais vous allez voir, les députés vont vous prouver qu'eux aussi, ils sont les véritables représentants des populations et que nous allons repartir vers les populations, aussi bien maintenant que pendant les campagnes. Et investis ou pas investis, élus ou pas élus, tous ces députés qui sont là sont désormais des combattants pour la lutte contre le paludisme. Entre 2009 et 2015, le taux de prévalence du paludisme est passé de 3% à 1,2%. Cependant, il reste un problème de santé publique. Le paludisme fera partie des questions qui seront à l'ordre du jour au cours des meetings de ces députés. Ils ont tous promis de mettre aussi la lutte contre le paludisme comme un des axes de leur discours durant cette campagne. Et ça, c'est extrêmement important. Et je sais qu'ils se sont aussi engagés après à continuer la lutte contre le paludisme. Donc nous avons avec nous des partenaires engagés, des partenaires motivés et des partenaires qui savent que leur présence et leur action nous aideront vraiment à éliminer le paludisme au Sénégal. Le Sénégal a mis en place de nombreuses stratégies de lutte contre le paludisme. Plus de 8 millions de milliards ont été distribués dans 900 000 ménages, dont ceux des plus pauvres. Ce pacte d'engagement des députés constitue une étape importante dans le processus de préélimination du paludisme dans notre pays. Éducation à présent, affaire Yafou Selim. Le ministre de l'Éducation nationale crève l'abcès et lève un coin du voile. Serigne Mbaye Thiam soutient qu'il y a trop d'exagération sur les informations distillées. Il demande aux parents d'élèves de cet établissement d'être rassurés quant au maintien du niveau d'excellence de l'école. Toutefois, il précise que le transfert de la gestion à la Fondation Marir n'est qu'une question de temps. Voici le ministre de l'Éducation nationale. Sur la question des écoles Yafou Selim, le gouvernement n'a jamais dit ni oui ni non. On accède à la demande de la Turquie, on refuse ou bien on change de gestion. Le gouvernement n'a jamais rien dit jusqu'à présent. Jusqu'au 8 décembre, on n'a pas entendu le gouvernement se prononcer sur cette question. Pendant toute cette période-là, le gouvernement était en train d'étudier la meilleure solution qui sauvegarde les intérêts des élèves et des parents d'élèves et du droit à l'éducation. C'est ça que nous avons mis en avant pendant toute cette phase de discussion avec les autorités turques. Maintenant, nous avons abouti à la décision, non pas de fermer les écoles du groupe Yafou Selim, mais de changer la gestion du groupe Yafou Selim. À la limite même, il ne s'agit pas de changer la gestion, parce que comme je l'ai indiqué, sur 450 personnes qui travaillent à Yafou Selim, les 389 sont des Sénégalais, personnel enseignant, administratif de service. Seuls 61 sont des Turcs. Restons avec le ministre Serigne Mbaye Thiam. Le Grand Prix du chef de l'État sera dédié chaque année aux meilleurs enseignants. Le ministre en a fait l'annonce ce matin. Ce 27 décembre, le corps professoral est à l'honneur. Cette journée a permis aux acteurs du système éducatif de discuter sur la valorisation des enseignants pour l'amélioration de leur statut professionnel. Après une semaine de travaux de sensibilisation, le ministre de l'Éducation nationale a clôturé les activités. C'était en présence d'Ababakar Sadirtop. Une clôture en apothéose, la journée mondiale de l'enseignant a vécu. Placée sous le signe de la réconciliation, le calumet de la paix fumé par les différentes parties prenantes de l'éducation. Le thème de cette année illustre parfaitement la volonté politique du gouvernement de revaloriser l'enseignant et d'améliorer son statut professionnel. À cette occasion, un projet de décret instituant le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant est en préparation. Par ce prix, le Sénégal entend donner un exemple des enseignants exceptionnels pour leur engagement à la cause de l'école. La marraine de l'événement magnifie cette journée qui valorise l'enseignant, mais aussi pour une amélioration de son statut professionnel. Le système éducatif est attentif sur ce que les uns et les autres font là où ils sont. Donc
travailler toujours avec beaucoup d'abnégation, avoir une vision, la vision du paquet, et ensuite avoir une ambition de développement de notre système éducatif. Et la deuxième leçon que j'ai voulu partager, c'est le savoir-être. En vertu du décret présidentiel qui instaure la Journée mondiale de l'enseignant dans le calendrier républicain, les acteurs du secteur éducatif approuvent la démarche entreprise par le président de la République. Sous vos applaudissements, l'envoi-le chevalier vont se retirer. L'annoncer en début d'édition, une nouvelle loi qui substitue celle portant création des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, bientôt soumises aux parlementaires. Les acteurs du secteur privé ont examiné ce mardi le projet en question qui vise la création d'une chambre de commerce, d'industrie et des services et des délégations consulaires régionales. Le présent projet sera dans les plus brefs délais adopté en Conseil des ministres. Le secteur privé se réjouit de l'entente autour de la nouvelle architecture consulaire, nous dit Elhaj Moussabey. Les acteurs et professionnels du commerce se sont à l'unanimité mis d'accord sur l'exposé des motifs du projet de loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et des services du Sénégal et des chambres régionales de commerce, d'industrie et de services. Une nouvelle architecture qui vient offrir un cadre plus attractif aux groupements professionnels et aux organisations patronales du secteur privé. L'objectif étant de permettre à notre secteur privé, dans ses missions de promotion, d'avoir tous les instruments et tous les leviers lui permettant de participer activement non seulement au commerce national mais également au niveau sous-régional. Le ministre du Commerce n'a pas manqué de saluer l'entente des acteurs autour du présent projet. Je félicite le secteur privé parce qu'ils ont fait preuve de dépassement, ils ont fait preuve de patriotisme et ils ont simplement montré le génie sénégalais qui sait. Le Sénégalais sait dépasser ses contradictions quand l'intérêt national est engagé. L'Union des chambres de commerce et le patronat également se réjouissent du consensus. Plusieurs voix se sont réunies aujourd'hui pour dire d'un seul ton que nous sommes d'accord, nous sommes favorables à la réforme des chambres consulaires pour en faire vraiment des outils de promotion et d'accompagnement du PSE. On est très satisfait du consensus. Le plus important, c'est le décret d'application qui va permettre aux chambres régionaux d'avoir des ressources et de pouvoir agir. Je vais m'atteler à parler au Premier ministre, au Président de la République pour que ce texte puisse passer dans la semaine, au plus tard la semaine prochaine, au Conseil des ministres, pour que le texte soit transmis à l'Assemblée nationale pour que nous puissions l'examiner en procédure d'urgence. Les statuts portant règles d'organisation et de fonctionnement des CCISN seront fixés par décret. Le projet de loi devra être adopté au Conseil des ministres avant de le soumettre aux parlementaires pour validation. Elhaj Moussabey, les élections des chambres consulaires se tiendront après l'adoption du projet de loi par le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale. Le groupe de travail mis sur pied ce matin lors de l'examen du projet se penchera sur le décret d'application relatif au fonctionnement et l'organisation des élections consulaires de la nouvelle institution. Une assurance du ministre du Commerce, Alioune Sarr, que nous écoutons. Tout ce qui concerne le fonctionnement et l'organisation des élections est consigné dans un décret. C'est le décret qui l'organise. Et ce décret ne peut pas être pris tant que la loi n'est pas votée à l'Assemblée. Donc c'est d'abord la première étape, voter la loi. Une fois que la loi est votée, donc j'ai réuni également l'ensemble du secteur privé pour que nous puissions maintenant engager les travaux du groupe de travail, dont la partie justement électorale qui est prévue donc dans ce décret. Et nous changeons de registre. Le collectif des retraités affiliés à l'Institut de prévoyance des retraites du Sénégal salue les avancées notées dans le paiement de la mensualisation de la pension de retraite. Toutefois, ses membres sollicitent des accompagnements pour leur bien-être. Parmi eux figure en bonne place une subvention de la part de l'État. Par ailleurs, ils fustigent l'attitude de certains des leurs qui comptent tenir un sit-in. Abdoulaye Ndiaye a pris part à la rencontre. Ces retraités de Dakar, regroupés autour d'un collectif affilié à l'IPRES, saluent les efforts notés dans leur mensualité de pension de retraite. Selon eux, cette vieille doléance est aujourd'hui satisfaite. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'éviter qu'on induise en erreur certains allocataires de l'IPRES. Nous avons demandé la mensualisation, nous l'avons, nous en sommes très contents. Nous remercions les autorités de l'IPRES qui nous l'ont accordé, mais
Ça ne s'arrête pas là. Malgré ces mesures prises en vue d'une nette amélioration de leur bien-être, certains dealers utilisent les médias pour ramer à contre-courant, une attitude que ces retraités dénoncent. Non, nous n'y pensons même pas. Nous sommes assez responsables pour ne pas aller nous asseoir sur la rue et avaler de la poussière inutilement. Nous voulons que les pensionnaires restent sages comme ils l'ont toujours été, qu'ils restent surtout confiants et conscients de leur état. Nous sommes des vieux, nous n'avons pas à faire des choses que nos enfants et nos petits-enfants critiqueraient. Ce serait très mal vu. Toutefois, ils demandent à l'État de les accompagner, surtout en ce qui concerne les subventions, afin de mener à bien leur activité. Cependant, comme tout allocataire, nous voulons une meilleure allocation. Nous voulons, tout d'abord, nous voulons un relèvement substantiel du plancher des retraites. Nous voulons une défiscalisation des placements des avoirs de l'IPRES. Et nous voulons une subvention de l'État pour accompagner l'IPRES. Cette rencontre a été un moment fort de plaidoyer. Le collectif n'a pas mis de gants pour s'attaquer aux personnes mal intentionnées qui veulent saboter leur mouvement. Intéressons-nous à la coalition pour l'émergence de l'habitat qui vient de voir le jour. Les membres de cette plateforme demandent la mise sur pied d'un observatoire sur le loyer et l'immobilier au Sénégal. Ils confient que depuis l'application de la loi sur la baisse du loyer, les locataires continuent de subir les mêmes difficultés avec les bailleurs. La coalition pour l'émergence de l'habitat interpelle le chef de l'État afin qu'une solution soit vite trouvée. Lustina Sagna était sur place. La mise en œuvre de la loi portant sur la baisse des loyers continue de susciter les débats. Cette loi, qui a pour principal objectif la protection des locataires, ne remplit point son rôle. L'Association pour la défense des locataires du Sénégal sonne l'alerte. Nous demandons la mise en place d'un observatoire pour l'immobilier et les loyers, parce que tout simplement nous avons constaté que depuis la loi sur la baisse des loyers, rien n'a été respecté. Cette loi a été dévoyée par bon nombre d'agences immobilières et de bailleurs, et que les locataires continuent toujours de vivre les mêmes difficultés, sinon même plus qu'avant. Et là, nous attirons l'attention du chef de l'État qui avait demandé qu'on lui fasse un rapport. Et s'il veut un rapport, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, les locataires continuent toujours d'être aussi fatigués qu'avant. Pour que cette question soit définitivement réglée, l'association demande au président de la République de mettre sur pied un observatoire de l'immobilier, un observatoire qui pourrait contribuer à changer beaucoup de choses pour les locataires. Si l'observatoire est là, il pourra contrôler, évidemment, si les termes du contrat sont respectés, est-ce que les surfaces corrigées sont respectées, est-ce que ce qui a été demandé par la loi est respecté par le bailleur qui va contracter avec le locataire. Entre octobre 2015 et 2016, il y a eu 6050 cas de référés sur difficulté, c'est-à-dire des gens qui devaient être expulsés. Il existe également plus de 400 000 cas dans les registres des greffes des tribunaux au niveau de Dakar. L'UNCS, Éco-Citoyens, Voix des immigrés et l'association des locataires s'unissent ainsi pour la résolution des problèmes du loyer. Lustina Sagna, en voilà d'autres qui donnent de la voix. Il s'agit de l'association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications, des services, qui elle demande plutôt une baisse de 15% du coût de l'électricité en faveur du consommateur. Ses membres réclament une tranche sociale plus importante et un partage équitable de la ressource. Selon eux, le prix du baril du pétrole a chuté et il est temps que la population obtienne sa part de ces avantages. Adiara Bonardi nous en dit plus. Il est l'heure, après 2 ans d'attente, selon l'association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, des télécommunications et des services, de tirer la sonnette d'alarme. Objectif, alerter l'opinion publique et le gouvernement pour une baisse conséquente de 15% du tarif de l'électricité. Il indique que le baril de pétrole a connu une baisse, par conséquent, les bénéfices doivent se faire sentir. Le Sénélec a toujours encaissé elle seule, les baisses qu'il y a eu, et baisses qui, en moyenne sur les 25 mois, est au minimum pour les 4 combustibles Sénélec, de 28,77% à 35,20%.
L'ADTEL milite pour une prise en compte de la dimension sociale de la consommation de l'électricité. Elle dénonce également le partage inéquitable de la ressource comme ce fut le cas en 2009. Le citoyen consommateur, par sa poche, en payant directement tout litre d'essence acheté, que ce soit pour lampe tempête de nos parents de la campagne, que ce soit pour une mobilette d'un étudiant, que ce soit pour une voiture normale ou un camion, nous payons pour chaque litre une taxe là-dessus. Et maintenant, il est temps que le partage qu'on nous avait annoncé il y a 2 ans se fasse, mais que ce partage-là ne soit pas le partage de bouquet. Il est temps que la Sénélec renvoie l'ascenseur. Après 25 mois, peste l'association. Elle rappelle toutefois que le poids combustible de son chiffre d'affaires était de 80% et que la baisse est une manne colossale de 28,77%. Je l'annonçais dans notre édition d'hier, le président de la République a officiellement lancé ce lundi les travaux de la cité ministérielle Dakar-Diamniadio, un projet immobilier qui coûtera 56 milliards de francs CFA. Une première au Sénégal depuis 1957. Après le building administratif, 16 ministères seront délocalisés et 10 000 agents de l'État y travailleront. Le chef de l'État affirme que la cité ministérielle du pôle urbain de Diamniadio sera livrée en fin 2018. Les temps forts, Ibrahim Fall. Redorer le blason de l'administration sénégalaise, tel est l'objectif du président de la République Macky Sall, à travers le projet Cité ministérielle Dakar-Diamniadio. Les charges locataires de l'État du Sénégal vont être revues à la baisse. Le chef de l'État a reçu les assurances des partenaires. Le groupe Coris se veut un accélérateur de croissance dans ces différents pays d'implantation et poursuit, à travers ce projet auquel il a consacré une enveloppe de 30 milliards, un travail initié autour du financement des partenariats publics-privés dans la sous-région. Dès validation de notre projet, nous avons en 6 mois, avec l'appui de cabinets juridiques et financiers et architecturaux de signature internationale, finalisé toutes les études requises pour disposer d'un projet bancable. Un projet de cette nature consacré à l'immobilier, une première au Sénégal, soutient le président de la République. Le chef de l'État veut faire de Diamniadio le fer de lance de l'administration moderne. Monsieur le Premier ministre, je pense que le chantier devra nous être livré en fin mars au plus tard. Ces sphères, composées de 9 immeubles, dont la livraison est prévue en fin 2018, abriteront une quinzaine de ministères et près de 10 000 agents de l'État. Notre administration bénéficiera ainsi de 120 000 mètres carrés d'espace de bureaux équipés et meublés, comptant un nombre de pièces assez substantiel. Moderniser l'administration sénégalaise, ceci est le chemin du véritable développement, rappelle le chef de l'État. Le président Macky Sall a profité de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de s'engager pour la construction des immeubles du pays. L'objectif est d'alléger les charges locataires de l'État du Sénégal, qui dépense plus de 6 milliards de francs CFA en location de bâtiments. L'État du Sénégal n'a jamais signé de protocole d'accord de pêche avec la Russie. Déclaration du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Cela fait suite à une lettre qui aurait été adressée au chef de l'État par une coalition de pêcheurs et mareyeurs. Omar Gueye balaie d'un revers de main ces allégations. Il s'exprime au micro de Mansour Sow. Je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a aucun protocole d'accord que nous avons signé avec la Russie dans le domaine de la pêche pour pêcher dans nos eaux territoriales. Alors, nous ne comprenons pas justement que des personnes puissent envoyer une lettre ouverte à un président de la République. D'ailleurs, si vous regardez bien, moi j'ai lu la lettre ouverte, il est difficile d'identifier les personnes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont mis? Les pêcheurs. Je pense qu'ici il y a des pêcheurs. Est-ce qu'ils sont concernés? Non. Ils ont mis les mareyeurs. Les mareyeurs. Vous savez combien de mareyeurs il y a au Sénégal? Non, il faut que nous soyons un peu plus sérieux, un peu plus responsables dans ce que nous faisons. Nous sommes un gouvernement très responsable. Nous ne poserons jamais un acte qui soit en déphasage
par rapport aux intérêts de notre pays et par rapport à des engagements pris par le président Macky Sall. Les maires de Malicounda et Pointe-Sarène ont la Petite Côte et le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime ont paraphé ce mardi des contrats de concession d'infrastructures de pêche au bénéfice de leur localité. Ces collectivités locales doivent désormais veiller au maintien et à la pérennisation de ces quais de pêche, un dispositif axé sur la concession aux communes et une commission des municipalités au GIE interprofessionnel pour l'exploitation. Les précisions de Mansourso. Dernier acte d'un processus qui a abouti à la construction du quai de débarquement à Pointe-Sarène et Ngaparo, des infrastructures destinées aux pêcheurs artisanaux. Pour une gestion efficiente de ces ouvrages, l'État du Sénégal, par le biais du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a décidé de les confier aux collectivités locales. Nous avons donc décidé de signer des concessions pour permettre à la commune, aux communes concernées de s'impliquer dans la gestion de ces ouvrages. Et ces communes ont signé une sous-concession au GIE interprofessionnel. Et ce sont ces GIE-là qui vont donc exploiter les quais de pêche de Ngaparo et Pointe-Sarène. Ces maires ont donc la lourde tâche de veiller à la pérennisation de ces infrastructures. Cependant, dans un contexte où les collectivités locales font face à un manque de ressources financières, l'État est appelé à donner un coup de pouce. Nous aurions souhaité que le ministère de la Pêche, dans le cadre de son budget, puisse prévoir une ligne qui permet de nous accompagner au moins 6 mois, 1 an, le temps qu'on ait la main pour pouvoir en tout cas prendre la relève comme cela se doit. Au Sénégal, le secteur de la pêche occupe une place primordiale dans l'économie nationale. Au plan social, il contribue à la création d'emplois avec plus de 600 000 directs et indirects. Sur le plan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, plus de 70% des protéines d'origine animale proviennent de la pêche. La promotion de l'entrepreneuriat contribue à la création d'emplois, une manière de participer au développement du pays. C'est ce qu'ont compris les étudiants d'Insup Afrique. Une session de formation a été initiée afin d'encourager les jeunes à s'engager davantage pour l'auto-emploi. Plusieurs projets porteurs de développement ont été présentés. Voyons cela avec Fatoumata Touré. Promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est ce qu'entend faire Insup Afrique à travers l'atelier de formation initié ce 26 décembre. Pour eux, il est nécessaire de réveiller le génie créateur chez les étudiants. C'est un forum durant lequel les jeunes sénégalais ou bien les jeunes africains qui sont au Sénégal, ils s'engagent à participer au développement de notre communauté. Selon les formateurs, l'entrepreneuriat représente la clé d'un avenir prometteur, un domaine qui tend à se développer de plus en plus dans le secteur de la formation. Qui dit entrepreneuriat dit cette capacité que les jeunes ont à devenir des agents de changement. On a besoin de jeunes aujourd'hui qui réfléchissent, qui apportent au moins quelque chose, des solutions. Conscients des enjeux que représente l'étude de l'entrepreneuriat, les étudiants fournissent les efforts nécessaires pour mettre en place des projets originaux. Dans mon projet, je veux vulgariser le droit des affaires, le droit commercial et tout ce qui est en rapport avec ça. Et je veux aider les gens à avoir facilement accès à ce droit-là. L'entrepreneuriat est devenu un projet de vie qui peut permettre aux étudiants de rêver d'une vie meilleure. Ainsi, ces jeunes ont compris très tôt que la création d'une entreprise est importante, d'où l'implication dans l'organisation de cet atelier. Du sport, le piteux état des infrastructures sportives à Adias, décrié par les jeunes de cette commune. Ils organisent chaque année des compétitions sur des terrains non fonctionnels. Le responsable APR de la localité, Mamadou John, estime qu'il faut au préalable déposer sur la table des décideurs et entreprises de la localité un bon projet. Il présidait la finale de la zone 14 remportée par l'ASC Renaissance qui a battu l'ASC Macna sur le score d'1-0. Mamadou John avec Mamadou Diop. Quand même, il y a beaucoup à faire. Bon, aujourd'hui, Dias va constituer une priorité essentielle pour l'État après Diamniadio et même durant Diamniadio. Et il est important que l'équipe locale s'y penche en relation avec les acteurs parce que tout simplement, le développement, c'est une planification. Actuellement, il n'y a pas de stade multifonctionnel à Dias, il n'y a même pas de stade gazonné. Au moment où, dans notre département, il y a des communes qui se battent pour mettre en place des infrastructures. Nous allons faire des propositions concrètes dans ce sens que nous allons déposer au niveau du ministère des Sports et également de l'État en rapport maintenant avec l'équipe communale. Oui, une entreprise a une responsabilité sociétale, mais pour qu'une entreprise puisse investir, il faut qu'il y ait un projet.
c'est l'approche projet. Ce ne sont plus les demandes de soutien, etc. Il faut des projets articulés. Demain, où sera le stade multifonctionnel de Diass? Où sera l'arène de Diass? Au-delà même du sport, se pose un problème d'aménagement du territoire et sous ce rapport, il y a beaucoup à faire. Et nous terminons par cette note en bref et en images. Pollution de l'air, alerte rouge à Dakar. Information du centre de gestion de la qualité de l'air rattaché au ministère de l'Environnement. Cette dégradation est due à une hausse des concentrations de particules d'origine désertique qui ont atteint 600 microgrammes par mètre cube dans la matinée du mardi. Selon le centre, cette situation risque de se maintenir jusqu'au 31 décembre 2016 et peut déclencher des crises d'asthme et autres affections respiratoires, notamment chez les personnes sensibles. Prenez soin de vous et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, BBC Info. Juste après, vous pourrez suivre la rétroculture. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. émission diisoo ci DTV émission diisoo di am talaata bu ne bu 22h jotee ñuy waxtaane réew mi tolluwaay bi actualité ci wàllum politique wàllum koom-koom duñ ci bàyyi lenn ñu fex waxtaan ak ay kàngam ci réew mi mbaa ca bitim réew seen émission diisoo ci seen télévision DTV bàyyiwut lenn ak fenn talaata bu ne bu 22h jotee bu ko kenn. Salam alaikum chers téléspectateurs de la DTV. Reggae Carlos chaque jeudi le 16 fils DTV. Yow mi di way artiste plasticien yow mi am xam-xam yow mi nga xamante lépp luy reggae intéressé na message bi benn la I&I ñu bokk nekk benn avec Imprestity fii la bu ko tardé dil Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour une édition spéciale de BBC Info. L'année qui vient de s'achever a été riche en événements culturels. Je vous propose de revivre certains d'entre eux. Plusieurs légendes de la musique nous ont quittés en 2016. L'année a commencé avec la mort de David Bowie. Il s'est éteint à l'âge de 69 ans.